Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour la grande édition de l'information. À la une, aujourd'hui, campagne cacao 2016-2017, l'ICCO augmente de 30 000 tonnes ses prévisions en Côte d'Ivoire. Réhabilitation du jardin botanique et du zoo d'Abidjan, le ministre Richard Donvaï préconise un partenariat public-privé. Sport afro-basket, la Côte d'Ivoire à la conquête du titre continental. Et puis, conflit au nord du Mali, l'ONU crée un régime de sanctions pour sauver l'accord de paix. Très heureuse de vous retrouver. Démarrons cette édition avec l'Organisation mondiale du cacao, en abrégé ICCO, qui a augmenté de 30 000 tonnes la production du cacao en Côte d'Ivoire, qui devrait atteindre 2,1 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017. Martial Kwasi, commentaire. En effet, le bulletin officiel de l'institution pour le mois d'août 2017 indique une production mondiale record de 4,7 millions de tonnes, soit une hausse de 18,1% par rapport à la campagne 2015-2016 qui s'est établie à 3 981 millions de tonnes selon l'estimation révisée de l'ICCO. Sur la campagne 2016-2017, la production en Afrique devrait atteindre 3 565 millions de tonnes contre 2 918 millions de tonnes en 2015-2016, soit un accroissement de 647 000 tonnes. Pour rappel, le cacao a perdu plus de 40% de sa valeur depuis le début de l'année. L'État ivoirien a pour ce faire réduit de 9% ses dépenses publiques ainsi que le prix du kilogramme borchon du cacao qui est passé de 1100 francs CFA à 700 francs CFA. Aussi, pour alléger la situation financière des exportateurs, le gouvernement ivoirien a éliminé le droit d'enregistrement de 5% sur la valeur des exportations de cacao, ce qui dès lors représente une perte de recettes budgétaires estimée à 45 milliards de francs CFA pour le reste de l'année 2017. Soulignons que la Côte d'Ivoire occupe toujours la première place de pays producteurs de cacao. Pour la réhabilitation du jardin botanique de Bingerville et du zoo d'Abidjan, le ministre ivoirien des eaux et forêts, Alain Richard Donvaï, préconise un partenariat public-privé. Il a fait savoir au thème d'une visite justement qu'il a effectuée dans ces deux locaux. Ange Sacré, commentaire. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a visité le zoo d'Abidjan, le jardin botanique de Bingerville, ce lundi 4 septembre 2017. Selon le ministre, la mise en œuvre d'une politique de partenariat public-privé permettra d'obtenir plus de financement pour une amélioration des offres de prestations au jardin botanique de Bingerville et au zoo national d'Abidjan. Avec cette visite, le ministre a pu toucher du doigt les difficultés que vivent aussi bien les agents des eaux et forêts en charge de la gestion de ces sites, ainsi que les espèces qui y vivent. Alain Richard Donvaï a félicité les responsables pour le travail abattu et les a encouragés à redoubler d'efforts pour le rayonnement de la faune et de la flore en Côte d'Ivoire. Il a déploré l'occupation illicite des espaces du jardin botanique de Bingerville et du zoo national d'Abidjan par des squatteurs. Une situation liée à une insuffisance de personnel pour la surveillance et la sécurité de ces sites qui ont une importance écologique, scientifique, éducative et touristique pour les populations. À ces insuffisances s'ajoute la faiblesse des budgets pour l'aménagement adéquat des sites et pour la diversification des espaces animaux et floristiques. Le ministre des Eaux et Forêts a marqué son passage au jardin botanique par le planting d'un arbre qui serait le point de départ d'une plus grande action de reboisement qui impliquera le gouvernement et l'ensemble des populations. En sport, la CAF n'effectuera plus sa visite d'inspection au Kenya prévue pour le 7 septembre 2017, vu la situation politique qui s'est complètement dégradée ces derniers temps dans ce pays. Ange Série, son analyse. Il n'y aura plus de visite d'inspection de la Confédération africaine de football au Kenya. Selon un communiqué publié le lundi 4 septembre par l'instance, la CAF a annulé sa visite d'inspection prévue le 7 septembre prochain en raison de la situation politique dans le pays. Selon plusieurs observateurs, le Kenya est très en retard sur les travaux inscrits au cahier des charges de l'organisation du CHAN. Une situation qui, si elle est confirmée, devrait pousser la CAF à retirer définitivement l'organisation de la compétition au pays toujours sous tension. Pour rappel, le Kenya accueillera le CHAN 2018 en janvier prochain. Du 8 au 18 septembre 2017, les éléphants de Côte d'Ivoire disputeront l'Afro-Basket masculin 2017. À 4 jours de l'événement qui se déroulera à Dakar et Tunis, les éléphants ont disputé leur premier match test. Notre commentaire.
La Côte d'Ivoire participera à l'Afrobasket 2017 masculin du 8 au 18 septembre prochain à Tunis. À 4 jours du début de la compétition, la sélection ivoirienne a disputé son premier match test face à une équipe locale constituée sur le tard. Les éléphants ont profité de cette rencontre pour effectuer quelques petits réglages techniques. Pour rappel, l'Afrobasket masculin sera officiellement lancé vendredi prochain à Dakar et à Tunis. 5 matchs sont au programme au Stadium Marius Ndiaye avec en couverture Mozambique-Égypte prévu à 11h30. Puis s'en suivront plusieurs rencontres dont Nigeria-Côte d'Ivoire programmées pour 16h. Il faut noter que les deux équipes partagent le groupe A avec la RDC Congo et le Mali et sont basées à Tunis. Le mardi 5 septembre 2017, le latéral droit ivoirien Serge Aurier a fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Il rejoindra Tottenham Club dans lequel a évolué son ex-coéquipier Didier Zokora, dit Maestro. On en parle avec Martial Kwasi. C'est sur les réseaux sociaux que l'international ivoirien Serge Aurier a fait ses adieux ce mardi à son club, le Paris Saint-Germain. Ayant été retenu par Marc Wilmotte pour disputer la double confrontation contre le Gabon dans le cadre des matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018, le latéral droit ivoirien a via son compte officiel remercié son club, le Paris Saint-Germain. Une nouvelle aventure commence pour moi, mais Paris sera toujours magique. Merci à tous, merci Paris, a affirmé le défenseur ivoirien. Pour mémoire, Serge Aurier au PSG, c'est 4 titres de champion de France, plusieurs quarts de finale de Ligue des Champions et des problèmes extrasportifs dont la périscope où il traitait son entraîneur d'alors, Laurent Blanc de Fiotte, et une bagarre avec les policiers aux sorties d'une boîte de nuit. C'est une nouvelle polémique qui s'abat à nouveau sur le cyclisme mondial. En fait, selon une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le leader de la ski, Chris Froome, semblait avancer sans pédaler à l'arrivée de la 12e étape de la Vuelta. Ange Série analyse. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a relancé les soupçons de dopage mécanique qui entourent le cyclisme mondial et précisément le Britannique Chris Froome. En effet, à l'arrivée de la 12e étape de la Vuelta le jeudi dernier, l'on se demandait comment Chris Froome, le leader de la Sky, avançait-il à l'arrivée de la 12e étape de la Vuelta. Est-ce par la force de ses mollets, la poussée d'un tiers ou d'un moteur caché dans son vélo? Ce sont les questions que tout le monde se posait après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo laissant planer le doute sur la réponse. Même si certains pensent qu'elle est non authentifiée, l'existence de vélos mécaniques et la démonstration de Fabian Cancellara dans le Tour des Flandres montrant des tablettes censées détecter toute trace de système motorisé potentiellement caché dans le cadre d'un vélo a poussé la Fédération internationale de cyclisme à mener des investigations. Sous d'autres cieux, à l'international, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le mardi 5 septembre 2017 une résolution qui crée un régime de sanctions visant à punir les personnes jugées coupables d'entrave au processus de paix et de réconciliation entamé au Mali en 2015. Estelle Traillot, commentaire. L'objectif est de donner un nouvel élan à l'accord de paix de 2015. Mardi 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution créant un régime général de sanctions pour le Mali. 2 ans après la signature de l'accord qui devait mettre fin aux violences dans le nord du pays, les entraves au processus de paix et de réconciliation se multiplient. Selon l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, la résolution du Conseil de sécurité est une demande explicite du gouvernement malien. Le texte rédigé par la France prévoit la possibilité d'interdiction de voyage et de jet d'avoie. L'adoption de la résolution va être suivie de la création à l'ONU d'un comité de sanctions pour identifier les individus ou entités contrevenants. Dans sa forme actuelle, la résolution rappelle les nombreuses violations du cessez-le-feu ayant accompagné la mise en place de l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement et des groupes armés réunis au sein d'une plateforme. Éviter un déraillement complet ou processus de reconstruction. La résolution dénonce aussi les violences qui ont touché le pays ces derniers mois et l'importance que conservent ces mouvements armés djihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Al-Mourabitoun, Amsaeddin ou le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, déjà visés par des sanctions. En dépit d'une présence militaire française et de celle de l'ONU, le Mali reste un lieu de passage pour des trafics en tout genre et le théâtre d'action de forces de groupes djihadistes armés. Terminons par cette information. Le leader de l'opposition au Kenya, Raila Odinga, a énuméré le mardi 5 septembre 2017 une série de conditions à sa participation à l'élection présidentielle le 17 octobre prochain, la date choisie par la commission électorale après l'invalidation du scrutin du mois dernier. Jean-Jacques Denis nous en parle.
Au lendemain de l'annonce de la date de la nouvelle élection présidentielle au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a fait savoir le mardi 5 septembre qu'il ne participera pas au nouveau scrutin du 17 octobre s'il n'obtenait pas de la part de la commission électorale des garanties légales et constitutionnelles sur les conditions d'organisation de l'élection. Il n'y aura pas d'élection le 17 octobre, sauf à ce que les termes et les conditions que nous avons énumérés dans ce communiqué soient remplis par la commission électorale, a-t-il mis en garde. Raila Odinga a critiqué le fait que la commission électorale kenyane avait fixé la date du nouveau scrutin sans consultation avec l'opposition et a posé plusieurs conditions, parmi lesquelles un audit du système électronique de la commission, la démission de plusieurs de ses membres et la possibilité pour toute personne éligible de se présenter, y compris les 6 autres candidats, outre lui-même et le président sortant Uhuru Kenyatta du 8 août 2017. Le leader de l'opposition a réitéré son refus de voir la commission électorale conduire le scrutin dans sa composition actuelle. La commission telle qu'elle est constituée en état ne devrait pas conduire cette élection, a estimé Raila Odinga. Pour rappel, la Cour suprême saisie par l'opposition avait annulé contre toute attente le résultat, estimant que l'élection n'avait pas été conduite en accord avec la Constitution et que des illégalités et des irrégularités en avaient affecté l'intégrité. Voilà qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Paix et joie chez vous. Au revoir.